Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre encore pour ce live testing qui devient notre rendez-vous hebdomadaire, le jeudi à 19h. On est hyper content de recevoir. On voit quelques habitués. Bonjour à tous les habitués. Et on a le plaisir ce soir de recevoir, il y a beaucoup de monde qu'on reçoit parce que c'est un projet qui est vraiment collaboratif et qui est en plus très généreux et qui a l'initiative de Thibaut IGBLR, qui peut peut-être faire coucou. Bonjour à tous. Et de Yvan, faire coucou. Bonjour à tous. Voilà, qui vont vous expliquer le concept du domaine des jeunes pousses qu'ils ont créé. Et pour ce domaine, ils ont sélectionné les premières jeunes pousses qui sont Hugo et Angela. Bonjour. Bonjour. Voilà. Les présentations sont faites. Et on a aussi l'équipe de Dijon à Camédia. Bonjour à tous. Voilà. Ah oui. Peut-être pour commencer, Thibaut, tu peux peut-être nous expliquer la genèse de ce projet qui est quand même une première mondiale. C'est un peu le concept d'incubateur pour les startups qu'on voit et d'avoir voulu l'appliquer au vin. Je trouve que c'est une idée hyper originale et généreuse. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le concept? Oui, c'est exactement ça. C'est le concept d'incubateur. Effectivement, la différence d'une startup, c'est que pour faire du vin, il faut des vignes, il faut un lieu, faut un terroir. Alors, l'idée en fait de ce projet, qui est le domaine des jeunes pousses, est venue d'un achat de vignes en 2015 qu'on a fait avec Yvan. Et en fait, l'objectif, c'est que moi, j'ai un domaine, un moulin à vent, et mon idée, c'était de faire que du moulin à vent et d'être sur le terroir uniquement de moulin à vent. Il se trouve qu'en achetant ces vignes en 2015, j'avais 5 hectares de Beaujolais Village et de Chéna sur ces 8 hectares achetés. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ces vignes-là, sachant qu'on avait un très beau terroir. On avait un lieu qui est absolument magnifique. On peut voir des photos, notamment derrière Maxime, c'est des photos du paysage des vignes. Et vous savez, il y a une réalité, une vérité il n'y a pas beaucoup de vérité dans notre métier. Et il y en a une qui est essentielle, c'est que quand le lieu est beau, les vins sont souvent à l'image du lieu. Et je me suis dit, ce lieu est tellement extraordinaire qu'on peut faire des jolis vins, mais je n'avais pas ni le temps, ni non plus le, la, la place pour faire des Beaujolais Village. Alors, moi, j'ai eu la chance aussi de démarrer, quand j'ai démarré ma carrière il y a une petite vingtaine d'années maintenant, j'ai eu la chance d'avoir des belles vignes. Je dis souvent que je suis né avec une belle cuillère en argent dans la bouche, mais il faut en faire quelque chose de cette cuillère. Et j'ai rencontré, parce que chaque année, on accueille des stagiaires, on accueille des gens passionnés, tout aussi passionnés que je l'étais à leur âge. Et je me suis dit, mais c'est dommage que ces gens passionnés-là n'aient pas en main un outil de travail qui leur permet d'exprimer leur passion. Et donc, de ces 5 hectares, je me suis dit, ben, on va créer justement une pépinière. J'en ai parlé à Yvan et il m'a dit, c'est une idée géniale, Banco, on y va. Et l'idée donc du domaine, du nom du domaine des jeunes pousses, alors, les jeunes pousses bien sûr pour la vigne, hein, et donc le concept de la création de ce domaine. Donc, 5 hectares, c'est une taille qui est importante parce que 5 hectares, ce n'est pas une très grosse taille, mais c'est une taille suffisante pour qu'un domaine soit en parfaite autonomie, un domaine qui puisse être viable parce que c'est important. Et puis, l'idée, c'était de se dire, ben, on va mettre en place des jeunes. Enfin, l'idée de première, c'était un jeune passionné. Et puis, il se trouve que j'ai rencontré Angela dans un premier temps. Et puis, Angela ben, me formait un avec Hugo. Donc voilà, donc c'était une vraie bonne idée d'avoir un couple et évidemment de travailler dans le même esprit que le domaine travaille depuis maintenant 20 ans. Voilà. C'est vrai que si je peux me permettre un commentaire, Thibaut, tu as évoqué la genèse du projet. C'est vrai que ça s'est passé comme ça. Moi, je suis un peu un néo-vigneron et ma passion pour le vin, elle a grandi auprès de gens comme toi. Ça fait partie très tôt de mes mentors, mais la dimension humaine du monde du vin, c'est l'idée de transmettre, de faire des choses ensemble et de partager cette passion autour d'un projet concret. C'est vrai que moi, j'ai trouvé ça génial. Et après, finalement,
il y a eu quelques années. Je pense que tu pourras peut-être aussi expliquer ce que tu as fait entre 2015 et aujourd'hui sur ces vignes pour préparer finalement à la fois la vigne et au niveau du chai, puisqu'on a réussi à trouver le chai de nos rêves entre-temps, et peut-être d'expliquer ce que finalement on propose à Hugo et Angela. Alors, effectivement, c'est important parce que moi, j'imaginais pas la vigne autrement qu'en faisant de la culture biologique, une culture attentive, une culture qui est respectueuse des sols. Je dis souvent, il y a pas de mauvais vin, il y a que des mauvais vignerons. Il n'y a pas de mauvais terroir, il y a que des mauvais vignerons. C'est-à-dire que tout terroir a son intérêt. Il suffit de s'en occuper et d'en prendre soin. Donc, ça passe forcément par une culture qui est une culture biologique, sans intrants chimiques. Et ici, on peut aller un peu plus loin vers une culture plus biodynamique. Donc, dès que j'ai repris ces vignes, au même titre que quand j'ai repris mes vignes à Nuit-Saint-Georges, où j'ai créé le domaine à Moulin à Vent, dès le premier millésime, on a tout basculé, le domaine en culture biologique. Donc, ça a été le cas pour les vignes des jeunes pousses à Emeringes en 2015, avec une certification qui accompagnait évidemment ce mode de conduite. Et l'idée, c'était de pouvoir évidemment toujours donner des vignes, mais déjà en certifié, déjà non pas en conversion, mais déjà certifié en culture biologique pour qu'ils puissent exprimer au maximum leur terroir. On a un terroir qui est très intéressant à Emeringes, et je pense qu'Angela et Hugo en parleront mieux que moi parce qu'ils le connaissent. C'est qu'on a un terroir de sable, comme le terroir du Beaujolais, et les terroirs de sable, de granit, sont des terroirs avec très peu d'effet mémoire. Et cet effet mémoire, c'est très intéressant que quand on commence à cultiver la vigne avec moins d'intrants, on commence à avoir une expression et un changement des sols. Et ce changement des sols, il se fait d'une manière beaucoup plus rapide sur un sol sableux, parce que beaucoup plus drainant, parce que des sols qui ont tendance à changer beaucoup plus vite. Je le compare évidemment aux sols bourguignons, qui sont des sols plus argileux et qui ont mis plus de temps à changer. Donc on a un effet de ces sols-là qui permet d'accepter et de transformer l'ensemble des pratiques culturelles beaucoup plus rapidement et de changer évidemment les vins, enfin les raisins et bien sûr un peu plus tard les vins. Et Thibaut, tu parlais du village d'Emeringes. Peut-être qu'on peut situer pour tout le monde, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Je vous propose, là, je ne sais pas si vous voyez tous la carte. Bon, c'est la carte de France. Hein. On est à la frontière entre la Bourgogne et le Rhône-Alpes. Donc Emeringes, ça se situe ici, entre Mâcon et Lyon. Pour situer un petit peu, on est en plein cœur de l'appellation Beaujolais et tous les crus voisins. Le domaine, peut-être, vous pouvez nous en parler, Hugo, Angela? Ouais. Donc, pour apporter une petite précision sur la localité de Emeringes, on est vraiment entre Chénat, Fleury et Juliénat. On est vraiment situé en plein milieu des crues, dans un cirque, un peu, c'est assez enclavé, mais il y a vraiment de très beaux. Le voisinage est vraiment très chouette. Sinon, donc, le domaine. Donc, nous, le local de vinification, la maison est située donc, sur la cime du village d'Emeringes. Donc, on est vraiment situé en hauteur. On a une très belle vue sur toutes les vignes. Et ensuite, on a, on va dire, 3-4 pôles de vignes. On a un pôle vraiment à proximité du village. Et après, on a une grande vigne qui est sur le lieu-dit qui s'appelle les Replats de Vavre. Et ensuite, la vigne de la Croix qui est sur Vavre. Et pour finir, on a la parcelle de Chénat qui se situe à l'extrémité de l'appellation Chénat, à environ 5 km de la maison. Celle-là, cette parcelle-là, voilà. Et c'est vrai que, comme tu disais, là, c'est hyper vallonné. Là, peut-être je partage quelques photos avec vous. Donc là, c'est vu sur Juliénat, là, sur le coteau de Juliénat. Voilà. Ça, c'est toi dans les vignes. Oui. Et la photo qui est derrière toi, ou même celle-ci, en fait, là, on est sur l'appellation Chénat. Et qu'est-ce qu'il y a au fond, la montagne, au fond, là? Ça, c'est le Mont Blanc. Donc, il y a une superbe vue de la chaîne des Alpes dans le Beaujolais. Et ça, c'est la vue du Mont Blanc qu'on a donc, de la parcelle de Chénat. Et généralement, quand on voit le Mont Blanc, c'est mauvais signe, il va pleuvoir dans 2-3 jours. Ah. Les Bourguignons disent la même chose. Ouais. Et ça se vérifie quand même assez souvent. Ok, donc c'est vrai que vous êtes dans un bel endroit. Et est-ce que vous pouvez du coup nous parler un petit peu de vous? Parce qu'on n'a pas directement du domaine, mais vous êtes qui? Vous venez d'où? C'est quoi votre expérience? Je laisse te présenter. Femme d'abord, Angela. Je m'appelle Angela Kiblier.
au niveau du parcours général, je n'allais pas du tout commencer dans la vigne à la base. J'avais commencé par de l'agroalimentaire, parce que mes parents sont tous les deux ingénieurs agroalimentaires. Donc, on a toujours été ancrés dans ce style de... On a toujours aimé la nourriture, les beaux produits. Il y a toujours eu du bovin à table, mais ce n'était pas forcément un choix de filière pour un métier. Donc, j'ai commencé par l'agroalimentaire et puis j'ai fait ça au Canada. Et quand j'ai voulu revenir en France, j'ai trouvé un intermédiaire qui faisait du fromage, du vin et de la bière. Donc, j'ai pu goûter un peu à tout. Et puis, le vin, ça m'a vraiment intéressée. Et donc, j'ai intégré un diplôme d'œnologie à Dijon. Donc, c'est là que j'ai rencontré Hugo. Et pendant toutes ces étapes, j'ai fait plusieurs stages dans des domaines souvent en bio, aussi souvent en biodynamie, avec des gens qui sont inspirants et qui ont un caractère et qui arrivent vraiment à véhiculer leur passion, des gens comme Thibaut et même Yvan. Donc moi, comme je suis jurassienne à la base, je suis allée chez Stéphane Tissot, qui a un nom quand même connu, et lui qui est quelqu'un vraiment de très très passionné et passionnant. Et puis quand on est arrivé en Bourgogne, pendant nos études, on est obligé de faire des stages. Pour tout ce qui était la partie de la vigne, moi j'avais décidé de faire mon stage chez la Loubise Leroy au domaine de Vaune-Romanée. Et après, pour tout ce qui était vraiment la vinification, j'ai décidé d'aller au domaine des hospices de Beaune avec Ludivine Griveaux pour les vendanges. Donc là, on changeait de taille de domaine, mais c'est très très intéressant. Et puis les dernières vinifications que j'ai fait, on va dire chapeautées par quelqu'un, c'était avec Thibaut, du coup le millésime dernier, où c'était très intéressant parce qu'il y avait quand même cette idée de reprendre, de prendre pourquoi pas la cogérance du domaine. Et ce que Thibaut fait, c'est qu'il emmène toujours ses stagiaires, apprentis dans le Beaujolais au début, puisque c'est un peu décalé. Donc on commence dans le Beaujolais, donc c'était super parce que j'ai pu découvrir la région que je ne connaissais pas du tout, avec un peu le même paysage que tu as derrière toi, Maxime. Et puis après, on remonte en Bourgogne et on continue les vinifications. Et là, on arrive à Nuit-Saint-Georges, dans les coteaux bourguignons. Donc, c'est super intéressant. Et puis, c'était toujours avec cette optique-là. En 2019, tu as pu faire la vinification chez Thibaut en Bourgogne et en Beaujolais? Oui, on fait les deux. Super, belle expérience. Parce que Oui. y en a qui sont connectés un peu après, et je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, qui sont dans le vin connaissent bien Thibaut, Olivier Belair, mais c'est quand même pour moi un des grands vinificateurs de Bourgogne. À Nuit-Saint-Georges, qui fait des cuvées formidables. Et comme certains bourguignons, un peu visionnaires, ils ont vu quand même l'intérêt de s'étendre en Beaujolais, qui était quand même quelque part, qui faisait partie de la Bourgogne auparavant. Je ne sais pas ce que tu peux dire là-dessus, Thibaut. Bien sûr. Alors, l'idée de ce domaine et l'idée de reprendre le Beaujolais, de recréer quelque chose dans le Beaujolais, était vraiment quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps. J'ai évidemment commencé à recréer le domaine à Nuit-Saint-Georges au tout début des années 2000, en 2001, et je gardais dans ma tête, parce que j'ai fini mes études, moi, dans le Beaujolais, et je voyais ce terroir qui était magnifique, en tout cas, qui pouvait produire des vins magnifiques avec une grande diversité. Et j'ai gardé ça en tête jusqu'en 2008, où je me suis dit, il faut me lancer, c'est le moment. Donc, j'ai acheté 3 hectares à Moulin-à-Vent. L'idée, ce n'était pas du tout de faire des Beaujolais comme l'idée qu'on a du Beaujolais, malheureusement, trop souvent, une mauvaise idée, une idée de vin peut-être plutôt bas de gamme, mais plutôt d'essayer de rehausser l'image du Beaujolais en faisant des vrais vins de garde. Il se trouve que j'ai retrouvé un vieux tarif de la maison Ligier-Belair. La maison Ligier-Belair, elle existe depuis 1720, et j'ai retrouvé un tarif du début du siècle dernier, donc de 1911, qui vendait les vins de 1906 à 1908. Et ce qui était très étonnant, c'est que la famille vendait et avait également un domaine dans le Beaujolais, et les Vaune-Romanée étaient exactement au même prix que les moulins à vent. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le début du siècle dernier et une cinquantaine d'années plus tard, où finalement le Beaujolais a perdu un peu ses lettres de noblesse et a commencé à faire des vins, je dirais, de plus grande distribution, avec des volumes plus importants, et qui n'étaient pas forcément très intéressants. Il faut revenir, juste un petit peu d'histoire, ça peut être intéressant. Il faut savoir que la Grande Bourgogne a changé beaucoup après la crise de 29, que la Bourgogne de la Côte de Nuit et de la Côte de Beaune ont décidé de créer en 1936, de hiérarchiser leur appellation et d'essayer de créer une sorte d'envie vis-à-vis de leurs clients,
en mettant 4 niveaux d'appellation qui étaient Bourgogne, Village, Premier Cru et Grand Cru. Le Beaujolais, qui était exactement dans la même région à l'époque, s'est dit, nous, on a 22 000 hectares par rapport aux Bourguignons qui ont 9 000 hectares. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de vendre nos vins? Et les vins se vendaient mal. Il y a eu la crise de 29, puis il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et il se trouve qu'il y a un œnologue qui est venu du sud de la France qui a décidé, il s'appelait Chanzy, et qui a proposé la vinification carbonique, c'est-à-dire une vinification très courte, qui font des vins légers à boire rapidement. Et forcément, comme les vins du Beaujolais demandaient des élevages assez longs, et beaucoup plus longs qu'on ne pense, puisqu'on fait plutôt des élevages courts aujourd'hui sur les vins du Beaujolais, a révolutionné un petit peu l'idée de la vinification des vins du Beaujolais et a proposé des vins qui étaient à déguster dans les 6 à 8 mois suivant la vinification et la récolte. Il se trouve que c'était pratique puisqu'il y avait des cuves qui étaient encore pleines, des vins qui demandaient de l'élevage, et que grâce à cette vinification, les vins étaient vendables et les cuves se vidaient avant la prochaine récolte, ce qui était quand même pratique. Donc le Beaujolais, il est passé par ces étapes-là, mais si on revient justement sur… moi, ce qui m'intéresse, c'est les années 30, c'est les années 40, on va dire post-vinification carbonique, on faisait des vins de terroir, on faisait des vins de garde dans le Beaujolais. Et quand on regarde les terroirs et les différents terroirs, et surtout la diversité, qui est absolument incroyable, on a un vrai modèle bourguignon, en fait, qui n'est pas quelque chose qu'on souhaite faire, qui est quelque chose qui est sur place et qui permet vraiment de créer des terroirs et de créer des vins différents issus de ces terroirs. Et ces terroirs, forcément, quand on a ça, on n'a pas envie de tout mettre dans la même cuve et de faire un seul vin, mais on a envie d'en faire 3, 4, 5. Alors, quelquefois, on se limite un petit peu parce qu'on voudra en faire plus et le marché n'est pas souvent prêt à en voir trop parce qu'ils sont un peu perdus. Mais en tout cas, de montrer cette diversité et cette originalité de ce que j'appelle ce goût de lieu. Là, tu as proposé pour ce soir de déguster l'une des cuvées. Je ne sais pas qui est là avec vous. Je vois à Dijon, Marc-Antoine et toute l'équipe, là, vous avez les vins. Tu as proposé de déguster la cuvée Beaujolais Village et Jeunes Pousses. Qui d'autre a pu commander les vins à temps? Pardon? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont pu commander les vins à temps? Alors malheureusement, je vais répondre parce que c'est un peu de notre faute, c'est que les 2018 ont été mis en bouteille il y a un mois à peine et on n'avait pas encore les étiquettes. Donc on n'a pas voulu expédier des vins avec une étiquette qui était barrée telle que vous l'avez sur les 18 qui sont là et ce n'était pas très élégant. Donc comme on aime bien envoyer un produit fini, on a retardé il y avait une personne qui est avec nous aujourd'hui et pour lequel ils recevront les vins la semaine prochaine, malheureusement. Okay. Donc là, sur 2017, c'est quoi la cuvée que tu nous fais déguster là? Alors, la 2017, la cuvée de Beaujolais Jeunes Pousses, puisque depuis 2015, on reprenait ses vignes, donc on faisait du vin. On récolte en général. Il faut savoir que Emeringes est quand même beaucoup plus en altitude que Moulins à Vent, donc on a quasiment entre 1 semaine et 10 jours de décalage sur les vendanges, donc c'était assez pratique puisqu'on vendangeait nos vignes sur Moulins à Vent, puis on montait avec l'équipe vendanger les vignes sur Emeringes. Et puis depuis 2015, 15, 16, 17 et 18 et 19 bien sûr, on a fait une cuvée qu'on a assemblée parce qu'on ne pouvait pas faire des terroirs, mais on l'a assemblée à la fin, mais c'était très intéressant parce qu'on avait plusieurs cuves et on faisait des terroirs, on faisait des cuves différentes pour justement pouvoir comprendre et commencer à voir la différence. Et d'ailleurs, en 2019, avec Angela, on a fait plusieurs cuves différentes et on a eu une vraie différence de goût de terroir. Alors, il se trouve qu'à la fin, on est obligé de faire un assemblage. Donc, en préparant le terrain, j'ai simplement appelé ce Beaujolais Village les Jeunes Pousses, donc 17. 17 qui est un millésime joli à Emeringes, parce qu'à Moulins à Vent, on a pris beaucoup de grêle 3 fois. Donc, on a perdu quasiment entre 80 et 90% de la récolte. Alors que sur Emeringes, on n'a pas eu en 17 de la grêle. Ils en ont eu un petit peu il y a une dizaine de jours, une semaine. Mais on n'en a pas eu là-bas. Et donc, on a fait plutôt une jolie récolte avec une très belle maturité, un millésime relativement précoce. Et on aime bien dans ces millésimes précoces, notamment sur ces vins un petit peu plus en altitude, c'est qu'ils gardent encore beaucoup de fraîcheur.
Alors, Ouais, c'est moi, c'est ça que je trouve assez étonnant dans le vin, là, c'est qu'on a beaucoup de fraîcheur. C'est en 2017, il commence à y avoir quelques petites notes très discrètes de cuir et d'évolution, mais on a surtout cette fraîcheur du fruit qui est super agréable. Ça, tu penses que tu dis que ça vient de l'altitude? Alors, ça vient de l'attitude, oui, c'est le fait. Vous savez, quand je disais tout à l'heure, le vin ressemble à son lieu, et souvent, quand on goûte un vin et on sent une certaine fraîcheur, on peut imaginer que c'est un terroir où il y a du vent. Le vent du nord est dominant dans le terroir d'Émerauge, donc le vent du nord est un vent froid, et ce vent froid, on le retrouve souvent dans les vins par une certaine fraîcheur, une certaine tension dans les vins. Donc, et l'altitude, effectivement, nous amène à des maturités un petit peu plus éloignées par rapport, en général, comme je vous dis, 10 jours. Il faut savoir que tous les 100 mètres, et c'est en général ce qu'on dit, tous les 100 mètres d'altitude, il faut quasiment une semaine de plus à la vigne pour avoir la même maturité. Donc, à un moment donné, on arrive au bout de la possibilité de faire mûrir les raisins, puisque on peut arriver un peu plus tard dans la saison. Et évidemment, les temps d'ensoleillement sont moins importants, donc on arrive à une limite. Mais Emeringes, on a cet ensoleillement, et Hugo le précisait avec un peu ce cirque. L'avantage, c'est que ces terroirs-là sont tous quasiment plein sud, en tout cas orientés plein sud. Et donc, on a en général des belles maturités, avec aussi ce qui m'intéressait dans ces vignes-là, c'est qu'on a exclusivement que des vieilles vignes, voire des très très vieilles vignes. Et vous savez tous qu'avec des vieilles vignes, on produit des vins souvent beaucoup plus concentrés et beaucoup plus soutenus que des jeunes vignes qui font des vins plus élégants, plus légers et souvent plus faciles à boire, plus jeunes. Donc, c'est des terroirs, ce vin-là provient de terroirs de très vieilles vignes, d'où aussi la structure pour un Beaujolais village qu'on pourrait attendre peut-être un petit peu plus léger. Un Beaujolais village, quand même, une certaine structure liée à ces vieilles vignes et liée à ce terroir qui donne des vins quand même avec une certaine structure. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est super agréable, c'est qu'on a une maturité, une belle maturité qui fait que le vin est généreux, mais l'altitude amène cette fraîcheur, cette tension, et même en bouche, après avoir goûté le vin, ça fait un petit peu saliver, on a envie d'en reboire, parce que c'est ça qui Pas hésiter, je me sers bien d'ailleurs. D'ailleurs, je pense qu'il y a des personnes qui ont commandé les vins, mais qui ne les ont pas reçus. Tu disais tout à l'heure, Thibaut, je crois que c'est Peter et Yann. Vous avez commandé les vins, j'espère que vous pourrez les déguster prochainement. Bon, les étiquettes arrivent lundi et je vous promets, mardi matin, c'est dans le camion et normalement, fin de semaine prochaine, c'est dans votre cave. Vous pourrez nous faire vos retours. Qu'est-ce qu'ils en pensent, Marc-Antoine et toute l'équipe là, qui sont dans le bureau, là, je vois. Ça vous plaît le vin par rapport à la fraîcheur et la maturité dont on parle? Vous ressentez un peu ça? On avait coupé le son pour ne pas vous déranger, enfin pas faire d'interférence. On a une question technique. Est-ce qu'il faut utiliser ça? On ne l'a pas ouvert bien longtemps. C'est un aérateur. Non, Ou est-ce qu'on le... ou c'est pas nécessaire? non, non. Ça, c'est des outils qu'il faut mettre dans son tiroir et pas beaucoup toucher. Ouais. Alors, on n'a pas toujours le loisir de préparer les vins longtemps à l'avance. Donc, comme on n'avait pas forcément de consigne, voilà, on ne savait pas. Alors, je ne pense pas que ce soit des vins qui faillent beaucoup, qui faillent décanter. C'est des vins souvent qui vont ouvrir 2017, reste encore un tout petit peu jeune, effectivement. Et 1 heure, 2 heures d'ouverture avant ce temps, ça peut être très très de vin. Et quelque chose qui est aussi très important, c'est le verre. Prenez un grand verre. Et c'est pas parce qu'on est sur un Beaujolais village qu'on a un petit verre. Prenez un grand verre et laissez vos verres. Il ne faut pas se focaliser sur l'appellation et en se disant que c'est une appellation qui produit des vins à boire plus rapidement. C'est un vin qui demande, qui appelle le plat et qui demande un certain temps, mais un temps dans le verre plus qu'un temps dans la bouteille. Donc, c'est des vieilles vignes, donc ça produit des vins avec un peu plus de structure. Je ne suis pas très fan de tous ces outils pour aérer, pour décanter. Je trouve que quand on décante et quand on sent toutes les odeurs, tous les arômes dans le décanteur, dans la carafe, ben je me dis ces arômes-là, ils ne sont pas dans le verre et c'est un peu dommage. Donc, je préfère mettre ça dans le verre et attendre
que le vin s'ouvre petit à petit. C'est ça qui est super agréable. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire parce que j'ai versé le verre dans mon vin sans l'ouvrir à l'avance. On est arrivé un petit peu juste avant la dégustation. Donc, je n'ai pas eu le temps de le décanter. Et c'est vrai qu'en le versant tout de suite dans le verre, il était quelque part un petit peu timide, un petit peu fermé. Et il avait un profil aromatique, un petit peu plus sur les épices. Et en quelques minutes, il s'est transformé. Et là, les arômes de fruits se sont révélés. Et c'est ça qui est super agréable aussi. Je trouve que c'est dans un verre comme ça, là, assez grand, on peut du coup aérer le vin naturellement et voir les différentes facettes du vin qui se livrent à nous au fil de la dégustation et du repas. Ça, c'est super agréable. Et surtout, n'hésitez pas à être dans une température un peu plus basse que la température de dégustation. Il faut savoir qu'un vin va prendre beaucoup de température dans un verre, parce qu'il va se réchauffer très rapidement. Et je pense que c'est des vins qu'on peut servir à 14 degrés. Et j'aime bien servir ces vins à 14 degrés. D'une part, parce que ça les rend digestes, et d'autre part, parce que ça garde les arômes. Et je trouve que ça les rend beaucoup plus fins, plus étirés, plus élégants. Donc, 14, 15 degrés. En ce moment, il fait chaud. Et donc, c'est beaucoup plus facile de réchauffer un vin qui est un petit peu trop frais que de refroidir un vin qui est déjà trop chaud. Et là, nous, on l'a mis, il était en cave à 15 degrés et il est super agréable. En fait. Avec cette fraîcheur, ça lui va très, très bien. C'est vrai que pensez à ceux qui vont recevoir, Peter et Yann, quand vous allez recevoir les vins, pensez à les mettre un petit peu au frais de manière à les déguster, là, comme disait Thibaut, à 14, 15 degrés. Et de toute façon, après, ils vont se réchauffer dans le verre et avec l'oxygénation et l'élévation de la température, ils vont se présenter sous différents aspects. Et c'est ça qui va être sympa. Il y a une histoire qui est un petit peu différente au fil de la dégustation. Peut-être on a laissé Angela se présenter et on n'a pas trop parlé encore d'Hugo. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de toi. Pour ceux qui viennent nous rejoindre, il y en a qui sont connectés un peu tard. Je rappelle le contexte. Le domaine des jeunes pousses a été créé par Thibaut qui vient de parler et qui est en train de boire, par Yvan qui peut faire coucou, qui sont tous les deux copropriétaires du domaine et qui ont souhaité confier la gestion du domaine pendant 3 ans à de jeunes vignerons pour qu'ils apprennent le métier. Et le concept, c'est ça, c'est qu'ils gèrent l'ensemble du domaine, les jeunes vignerons, de la vigne à la vinification au chai et la commercialisation, comme si c'était leur propre domaine. Ils ont la chance d'avoir des mentors de grande renommée et très expérimentés qui sont là pour les guider. Et ensuite, au bout de 3 ans, ils doivent partir et laisser la place à d'autres jeunes vignerons pour aller s'installer sur leur domaine à eux, de leur choix. Il y a quelques idées. Tout à l'heure, Angela nous parlait de ces terres d'origine du Jura. Ce sera peut-être là-bas ou ailleurs. Et justement, Hugo, toi, tu peux nous parler un petit peu de tes origines, ton parcours, pourquoi le vin, qu'est-ce qui t'anime? Alors moi, je suis pas originaire du Jura, je suis originaire de Champagne, donc la Côte des Bars, donc région viticole au sud de Troyes. Donc comme Angela, j'étais pas du tout donc issu du milieu viticole, j'étais pas non plus au départ dans les études menant à une carrière viticulture ou œnologique. C'est à la vingtaine, j'ai voulu un peu changer de voie. J'étais en gestion d'entreprise, donc à l'IUT à Troyes. Et je me suis dit que je voulais revenir un peu à un métier où on travaille au quotidien dehors, où on fait pousser quelque chose de nos propres mains. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le BTS viticulture œnologie en alternance donc à Avise, à côté d'Épernay, donc en Champagne. Ensuite, après ce BTS, donc, qui était hyper bien pour tout ce qui est formation technique, je voulais continuer dans une formation un petit peu plus universitaire dans la vigne pour avoir des connaissances un petit peu plus solides. Donc, j'ai fait la licence sciences de la vigne à l'Institut Jules Guyot à Dijon, donc, qui m'a permis de faire les vinifications au domaine de terre brune sur l'appellation Bandol. Et ensuite, c'est là où on s'est rencontrés. J'ai fait le diplôme national d'œnologue à Dijon, où j'ai fait mon stage au domaine de la Romanée-Conti à Beaune-Romanée. Et voilà. Et ensuite, j'ai eu une expérience à Chambol-Musigny chez le comte de Vaugué, voilà, pour les vinifications en 2019. Et puis, bon, Angela m'avait beaucoup parlé du projet. C'est vrai que j'étais vraiment intéressé par faire le métier de A à Z, pourquoi pas devenir vigneron. Et on va dire que les planètes, pour moi, ont été alignées. J'ai eu la chance voilà, d'être intégré aussi au projet et de voilà, faire
partie à part entière de l'histoire du domaine des jeunes pousses, voilà, depuis le début. Ok. Et là, on te voit. Attends, je partage juste peut-être cet écran-là. On te voit dans les vignes, là. Tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Oui, là, c'était à notre arrivée. Voilà, on avait voulu un peu, on a fait des petites sondes en fait dans nos parcelles pour voir un petit peu la typologie des sols, en fait, voir un petit peu comment ils se présentaient selon les différentes parcelles, dans un but déjà de voir si on pouvait faire déjà différentes cuvées en fonction des terroirs. Voilà, donc là, on était dans la parcelle de Chéna. D'accord. Vous avez vraiment une approche par terroir. Comment vous allez un petit peu vous approprier les différentes parcelles, les différents terroirs? Est-ce que vous avez déjà, vous expliquer comment vous avez prévu de vinifier par terroir? C'est quoi les grands terroirs? Donc déjà, Chéna étant notre cru, donc il est logique de l'isoler. C'est vrai on est sur des super beaux terroirs, vraiment à l'extrémité de l'appellation Chéna, juste à côté du domaine Tillardon, qui est quand même assez reconnu actuellement. Ensuite, on a une parcelle qu'on appelle La Croix, qui est à l'extrémité en fait du plateau d'Émerage, juste avant de descendre sur Juliena. C'est une parcelle vraiment assez atypique. On n'a pas du tout les sables qu'on retrouve, les sables granitiques à un peu de couleur rose qu'on retrouve à Chéna. C'est vraiment c'est une terre beaucoup plus fine. C'est une parcelle vraiment où c'est le seul sol qu'on a de cette typologie. Donc, une belle parcelle de 80 arbres, donc on va isoler aussi. C'est malheureusement celle qui a un petit peu plus subi la grêle que les autres. Le terroir, Hugo, là, il va donner quoi comme type de vin, là, le terroir un peu atypique? Pardon? Le terroir dont tu parles un peu atypique, rose, là, il va donner quoi comme type de vin par rapport aux autres? Alors là, c'est le terroir de Chéna qu'on voit sur la photo avec les sables de couleur rose. Donc, on dit des vins de Chéna que c'est des vins peut-être rustiques, mais c'est pas vraiment faux. Pas vraiment vrai, pardon. Il suffit de goûter les vins de Paul-Henri Tillardon. C'est vraiment des vins qui sont quand même sur la concentration, sur beaucoup de fruits, mais vraiment beaucoup d'élégance et beaucoup de classe. Voilà, donc on essaiera de faire quelque chose vraiment, et on va faire quelque chose dans cet ordre-là. Ensuite, pour l'isolation des parcelles, donc on aura notre cuvée donc terroir d'Émerage avec une association des différentes parcelles qu'on peut avoir sur Émerage, donc sauf celle de la Croix. Et ensuite, on va isoler vraiment notre parcelle un peu trésor de très vieilles vignes qu'on aime bien appeler les vieilles dames. Ou la foule. Donc, c'est des vignes en fait où, contrairement aux autres, il est très difficile de distinguer des rangs. C'est vraiment des vignes qui ont été plantées donc, avant les périodes où on commençait à planter, palisser pour pouvoir mécaniser. Donc, c'est vraiment des vignes vraiment proches du siècle, quoi. Et donc, ces parcelles-là, donc ces vignes-là vont être vraiment à l'extrait. Les vieilles dames en bas. Ouais. Et celles-là vont vraiment être isolées parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Cette année, vraiment, les raisins sont magnifiques. Des beaux raisins, vraiment de petite taille, mais vraiment quelque chose où tous les soins seront apportés pour faire une cuvée haut de gamme, très qualitative. C'est là les vieilles vignes dont tu parles? En dessous. C'est juste en dessous, ouais. D'accord. C'est 100 mètres plus bas. Pas toute jeune, celle-là déjà. Hein. Non, mais c'est ce que Thibaut disait, on a beaucoup de vieilles vignes. Ouais. Mais il s'avère que celles-ci le sont encore plus particulièrement. Super. Et donc, cette approche par terroir, c'est quelque chose qui vous est cher à tous. Hein. Je crois même, Yvan, peut-être tu peux nous parler un petit peu de ta passion pour les terroirs, toi qui es un passionné de Bourgogne. Tu t'es installé, pour te présenter un petit peu rapidement à ceux qui ne connaissent pas, tu t'es installé récemment dans la Loire. Oui, tout à fait. Moi, néo-vigneron, mais biberonné au vin de lieu, c'est-à-dire au monocépage et à l'expression de la diversité des terroirs à travers ces monocépages. Donc, c'est vraiment la Bourgogne qui a formé mon goût d'amateur. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance, dans certaines régions, d'avoir des très grands monocépages et des terroirs très différents. Moi, le hasard de mes rencontres m'a amené en Anjou, et c'est en Anjou que j'exprime ça, sur un cépage qui est le chenin blanc, qui n'a rien à voir. Mais c'est la même approche. Et le travail que vont faire Angela et Hugo sur nos gamets, sur nos vieux gamets, sur ces terroirs qui sont très différents, je pense va être vraiment intéressant. Il faudra aussi parler de l'élevage, et puis ce sera peut-être un lien avec le chai et tous les investissements qu'on est en train de faire au domaine.
pour après magnifier aussi l'expression de ces terroirs à travers un élevage qui comme l'a dit Thibaut, contribue aussi à concentrer un peu cette expression et à faire des vins de garde. Hein. On est vraiment dans une vision de vin de garde. Et je pense que c'est une dimension qu'Angela et Hugo ont à l'esprit. Ben, c'est une très bonne transition pour justement parler un petit peu, là, comme tu disais, des travaux du chai. Ça, c'est le bâtiment un peu en l'état, je crois. Hein, Oui, c'est ça. vous avez. Tout neuf depuis aujourd'hui. Ouais. Peut-être nous en parler, là, Angela et Hugo, vous pouvez nous en parler? Donc, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que quand Yvan et Thibaut ont acheté la maison, c'était vraiment trouver un endroit où on avait une maison d'habitation et aussi une partie chai, pas loin des vignes. Et donc, ils ont trouvé ça sur ce que disait Hugo, sur la cime du village d'Emeringes. Et donc, on a un bâtiment en L. Donc, on a notre partie d'habitation et on a 100 mètres carrés sur 2 étages de cuverie. Donc, c'est un bâtiment qu'il fallait restaurer entièrement. Donc, on vient de commencer par le toit qui a été fini. Donc là, on voit à gauche la charpente. On a pu, parce qu'on a démonté le toit complètement, isoler de l'extérieur et garder vraiment le lieu comme il était avant, puisque c'était vraiment un chai de vinification. Il y a à peu près, il y a des dates 1850-1900. Il y a des vignerons qui ont habité ici. Donc on le voit avec l'ancien pressoir. Ça a été un chai de vinification jusqu'à la création de la cave coop de Juliena. Voilà, pour la petite histoire. 69, c'est à peu près la dernière pressée. Ouais, c'est marrant. Donc les gens du village ont toujours connu cette maison comme ça, donc ils sont hyper contents de la voir revivre et d'avoir des jeunes qui intègrent le lieu et qui le rénovent. Et donc le but après, c'est toujours de garder dans cette même l'identité du lieu et on va refaire bien sûr donc toutes les rénovations. Ça inclut la maçonnerie, couler une dalle pour pouvoir créer un chai qui pourra accueillir les premiers raisins du coup 2020 là. Ouais, c'est super. Hein. Et donc, c'est justement ça, tout ce qui est en train d'être fait, là, qui va continuer à être fait là, dans les travaux que vous allez réaliser dans les prochaines semaines et mois pour les prochaines vinifs. C'est ça, justement, qui est l'objet du financement participatif. Exactement. Fait, ouais. Et c'est pour ça qu'on propose à tout le monde de rejoindre l'aventure en contribuant à ce beau projet et en permettant à ces jeunes vignerons de s'installer. Là, vous nous avez envoyé une photo plus récente. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, on voit le toit ouvert complètement. Donc là, justement, c'est quand ils avaient complètement tout désossé, enlevé les tuiles, les anciennes tuiles. Ils ont mis un pare-pluie. Et après, ce qui a permis de fixer l'isolation de l'extérieur. Donc, c'est un peu le top pour l'isolation. Pour après installer les tuiles. Donc, la photo de gauche, si tout le monde la voit à gauche, c'est le pare-pluie avant l'isolation. Et après, à droite, on voit les tuiles qui sont mises. Donc, ça y est, maintenant, toutes les tuiles sont mises, la zinguerie est faite et ils ont fini. Ouais, il reste quelques petites modifications. demain. Super, ben, on va pouvoir déliger ça. Et peut-être revenir sur Yvan, là, comment tu vois ton rôle de mentor dans ce projet? Voilà, avec une grande modestie. Je le vois surtout avec une grande modestie. Non, moi, j'ai eu la chance d'accompagner ce projet du premier jour, le jour où Thibaut m'a dit il y en a ces vignes sur Emeringes qui sont bien. Et j'ai eu cette idée, j'ai trouvé ça tellement génial. Donc, moi, ma modeste contribution, c'est effectivement d'accompagner ce projet. Moi, je suis moi-même dans une logique, effectivement, avec le domaine Belargus en Anjou que j'ai créé. Ça fait 2 ans que je travaille pour faire mes propres vins de terroir sur ces terroirs de l'Anjou. Et donc, d'avoir une autre région, et puis, encore une fois, dans cette communauté de vues et cette passion partagée avec Thibaut, avec Angela, avec Hugo, c'est juste un plaisir. Après, on échange. On n'a jamais assez de temps, pour être honnête, mais à chaque fois qu'on le fait, c'est un tel plaisir que… Voilà, et après, dans la durée, je pense qu'on apprendra tous. Et moi, pour ma part, je vais apprendre beaucoup aussi. Super. Nous aussi. Tu vois les choses, est-ce que tu veux leur laisser faire leurs propres bêtises? Comment tu vois les choses? Ou est-ce que tu n'as peut-être pas prévu, tu vas le faire au feeling? Je pensais que tu posais la question à Yvan. Ah non. Tu vois les choses, toi, ton rôle de mentor, la même question que j'ai posée à Yvan. Comment tu envisages? Non, alors, c'est vraiment un accompagnement. Pour cette année, il y a eu un moment très important. On a livré le tracteur qu'ils ont
surnommé d'ailleurs Bobby, et donc Angela, ni Hugo ni Angela n'étaient montés avant sur un enjambeur. Donc, c'était aussi extrêmement important d'être là, de leur fournir, de leur trouver du matériel adapté. Donc un matériel qui est un vieux matériel, mais entièrement refait, qui était extrêmement important pour l'apprentissage. Et l'idée, c'est vraiment d'être là au quotidien. Depuis le début de la saison, je suis venu une fois par semaine à peu près. C'est la seule semaine où je ne suis pas venu, je crois, Ouais. cette semaine-là. Donc, mais une fois par semaine pour voir les vignes, pour prendre la température, pour évidemment répondre à leurs questions, pour voir les travaux, pour discuter ensemble des travaux. C'est des petites choses qui sont très simples. Je vous donne un exemple très, très concret. Par exemple, vous avez vu les travaux du toit. Et quand on a commencé à faire les travaux du toit, ils ont utilisé des bois, chez le bâti, ont utilisé un bois traité. Et je ne voulais absolument pas de bois traité parce que ça peut apporter des mauvais goûts dans les vins. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui sont extrêmement importantes. C'est évidemment le travail au quotidien, c'est se poser, apporter des réponses si je peux en apporter, parce qu'encore une fois, quand on fait ce métier, on apprend au quotidien et c'est une chose constante dans notre métier, c'est qu'on se rend compte qu'une vie ne sera pas suffisante pour tout comprendre. Donc ça, c'est la réalité. Et puis d'essayer de les soutenir, mais tout en leur laissant la liberté de comprendre un terroir. Parce que c'est un long travail d'apprentissage, un terroir. C'est pas en un an qu'on apprend un terroir, mais c'est en y travaillant, c'est en le piochant, c'est en le voyant évoluer, en le voyant mûrir. Tout ça nous donne des indications. Et de ces observations, on commence à avoir une compréhension un peu plus intuitive des choses. Et ça, c'est extrêmement important. Évidemment, on a subi la grêle il y a une semaine. Donc, ça a été un petit peu branle-bas de combat pour essayer d'apaiser la ville, puisque en fait, la grêle, c'est un fléau dans nos terroirs. Et à un moment donné, quand il y a la grêle, c'est comme nous. Moi, je considère la ville comme un être humain, c'est-à-dire qu'elle a eu un stress, à nous de l'apaiser. Donc, on l'a apaisé avec une préparation biodynamique qui est de la valériane et qu'on a fait en sorte d'appliquer le lendemain pour cicatriser. Et d'ailleurs, j'ai vu des grappes aujourd'hui qu'Angela m'a montré, enfin, en tout cas, c'était sur Facebook. Voilà, c'est celle-là? Non, c'était pas celle-là, c'était une autre que tu avais postée. Ça, c'est de Noël, ça, qu'on voit en photo là. Juste après la grêle. Ouais, ça doit être 2 jours après, je pense. D'accord. Et après la valériane, ça a fait quoi? Ça a permis La valériane, je vous laisse vous en parler, Angela Hugo, parce que vous avez pu observer. Oui. Donc là, on voit toutes les grappes. Ça, franchement, c'était juste le lendemain, matin. Et on voit comme des bleus plus des crevasses, on va dire, dans les grains. Donc là, maintenant, après la valériane, les bleus, ils ont presque complètement disparu. On retrouve des baies presque entièrement vertes. Et au niveau des coupures, la plaie s'est complètement presque rétractée et ça a très, très bien séché tout autour. Donc, on a eu beaucoup de chance parce que pendant le week-end, il a fait chaud et il y a eu du vent. Donc, ça a permis aussi de cicatriser. Et la valériane est connue pour ça, comme une aide de cicatrisation. Donc, on a presque réussi à refermer la cicatrice, quoi. Comme pour les êtres humains, d'ailleurs. C'est un peu le même, oui. C'est ce qu'il faut essayer. Il faut garder l'intégrité de la baie au maximum pour éviter les rentrées de maladies et puis d'essayer d'aller jusqu'au bout, quoi. Donc là, on voit, je ne sais pas si vous voyez ma souris, là, cette crevasse, là. Ça, c'est le genre de crevasse qui s'est rebouchée après, au bout d'une semaine. Là, ça sèche complètement. Ça recrée un peu une peau. Super. Et ça, la valériane, c'est quelle dose? On est sur quel dosage? C'est très très peu, c'est entre du 100 grammes, c'est 100 grammes hectare, c'est pas plus que ça. Et après, ça dépend si on parle en sec ou en. Nous, c'était un extrait liquide. C'est en extrait, ouais. C'est Vincent Masson qui nous a préparé la dynamisation. C'est une petite fiole de 5 Masson. millilitres. Ouais. Ouais. Et après, qu'est-ce que vous en faites? Là, tu parlais de dynamisation. Tu peux peut-être expliquer le concept de dynamisation? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément la biodynamie. Pourquoi on parle de biodynamie? On a mis l'extrait de valériane dans un dynamiseur. C'est une grande cuve c'était 110 litres avec comme on va dire une sorte de fouet au milieu qui tourne un certain nombre de fois dans un sens puis dans l'autre.
Donc, c'est de l'eau de source. Ensuite, on l'a comme brumisé avec des atomisateurs à dos, comme les grands-parents avaient pour faire le jardin et tout. Et en fait, on crée un nuage au-dessus de la vigne, ce qui permet vraiment de mettre la valériane sur l'ensemble des feuilles, des baies. Et c'est ce qui permet la cicatrisation. Et vraiment à dose très faible, hein, du coup, hein. À dose très faible, ouais. C'est impressionnant que ça ait un tel effet alors que la dose est très très faible. C'est ça, ouais. Et donc, ça ne nous a pas empêché quand même de faire aussi un traitement phytosanitaire après, à base de cuivre et de soufre, et d'achillée aussi. Ensuite, parce que la grêle, avec le trou qu'elle forme sur les baies, c'est vraiment une porte d'entrée à toutes les autres maladies. Et jusqu'à présent, on avait vraiment de la chance. Le millésime est très sain, aucune trace de maladie, que ce soit sur feuille ou sur baie. Donc, on a vraiment préféré agir assez rapidement pour pouvoir assainir un peu la situation. Et jusqu'à maintenant, ça a bien évolué, donc on est content. Un bon millésime 2020 en préparation. Tout à fait, oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler du 2018? Là, moi, je me suis servi un verre de 2018. Thibaut, je ne sais pas si tu as le verre de 2018, tu peux nous en parler? C'est un vin qui a été mis en bouteille il y a un mois, tu disais. Alors, ceux qui ont la chance d'avoir les bouteilles, Marc-Antoine, Johanna, toute l'équipe, là, n'hésitez pas à vous servir le verre de 2018. J'espère qu'il est assez frais, parce que pareil, je pense qu'il y a un peu de fraîcheur aussi. Alors 2018, c'est un millésime. On n'a pas osé, on attendait que tu nous donnes le rythme. Voilà, là, on va la chercher. Voilà. La 2018. On va appeler? Savez-vous. Donc 2018, on est sur un millésime qui est beaucoup plus mûr. On a vendangé relativement tôt, avec des maturités qui étaient quasiment entre 1% et 1,5% en plus en termes de degré alcoolique. Donc c'était des maturités qui étaient assez importantes. Mais malgré ça, on a un millésime, on n'a pas eu de dégâts climatiques en 2018, mais on a un millésime qui a quand même maintenu de la fraîcheur. Alors, c'est des vins que j'ai souhaité, si je les ai mis en bouteille il y a un mois, c'est qu'on avait une telle structure dans les vins que ça méritait des élevages plus longs. Donc, c'est des vins qui ont été élevés en foudre, donc des grands fûts qui font 3700 litres et qui permettent vraiment au vin de digérer toute cette matière de ce millésime 2018. Donc, je trouvais que les mettre en bouteille un peu plus tard permettait de digérer un peu cette matière et d'avoir des vins un peu plus fins, un peu plus en longueur, ce que j'appelle des vins un peu plus étirés. Donc, voilà sur 2018 et qui est un millésime qu'on a mis en bouteille tardivement, donc que j'aime beaucoup parce que c'est un millésime qui va surprendre et c'est un millésime qui va. Je conseille à ceux qui vont avoir ces vins-là de les servir à l'aveugle à des amis. Et je pense que vous serez content des réactions de vos amis sur ces vins-là. Et ils mettront probablement et certainement pas ça dans la région du Beaujolais. Évidemment. Et en termes d'origine des parcelles, là, par rapport au 2017 qu'on a goûté, c'est à peu près pareil ou... C'est les mêmes origines, bien sûr. C'est vraiment l'effet millésime. Et là, je trouve ça super intéressant de voir cet effet millésime parce que, comme tu disais, c'est un millésime qui est plus chaleureux et on retrouve cette générosité en bouche. On a un vin qui est plus gourmand, assez charnu, plus de matière. On reste toujours sur la fraîcheur grâce à cette erreur d'altitude et à une vendange aussi quand même qui est faite au bon moment. C'est-à-dire que c'est facile de se faire avoir sur un millésime un peu chaud et de récolter un tout petit peu trop tard. Et là, on n'a plus d'acidité, on a des vins qui sont confiturés. Et là, je trouve que, j'imagine que le choix de la date de récolte, cette année en 2018, a été clé, quoi. Parce qu'il ne fallait pas vendanger trop tard. Parce que Elle est clé chaque année. C'est une des choses les plus difficiles à faire, c'est le choix de la date de récolte. Parce que, évidemment, elle va conditionner le futur vin. C'est-à-dire qu'on peut avoir à quelques jours près, à 2-3 jours près, ça changera vraiment la qualité et l'équilibre des vins. Dans un vin, il faut évidemment le sucre, mais le sucre, c'est pas ce qu'on recherche le plus aujourd'hui, puisque on a quand même des réchauffements, on voit quand même des maturités qui avancent. Par contre, faciliter la fraîcheur des vins, je pense que c'est le challenge des 20 prochaines années. Et tout le travail qu'on peut faire à la vigne, parce que c'est ça qui va conditionner la qualité des vins. Ce n'est pas forcément simplement la maturité, mais c'est comment les raisins sont nourris et comment ils mûrissent. Et ils ne mûrissent pas simplement par les feuilles, ils mûrissent aussi par les racines. C'est un cycle. Et c'est extrêmement important de voir l'évolution. Moi, j'ai pu voir en 4 ans, j'ai fait 5 millésimes sur ce vin-là.
de voir cette évolution justement entre le moment où on a repris les vignes et 2018-2019 qui sont extrêmement digestes, beaucoup plus, même avec des millésimes un peu plus mûrs, mais beaucoup plus digestes. Donc, c'est tout ce travail de la vigne, on l'a poussé à aller s'enterrer, à aller chercher en profondeur son terroir et aller chercher peut-être dans des terroirs moins nourrissants en termes de matière organique, mais beaucoup plus nourrissants en termes de complexité et de structure, et évidemment d'équilibre dans les vins futurs. C'est vrai qu'il y a un vrai effet millésime. Qu'est-ce que tu en penses, Marc-Antoine, Johanna? Qu'est-ce que vous en pensez de 2018 par rapport à 2017? Comment vous le goûtez? Vous êtes les seuls à avoir la chance d'avoir les vins. Je partage absolument. En 2018, il y a beaucoup plus de finesse. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent. Alors, on n'a peut-être pas le bon vocabulaire. Mais on a quelque chose de beaucoup plus élégant, et beaucoup plus dentelé. On a l'impression qu'avant, qui était très bon aussi, mais on sentait plus le côté un peu, excusez-moi du vocabulaire, je n'ai pas un vocabulaire d'œnologue, mais un peu plus alcooleux, entre guillemets. Alors que celui-là, on a vraiment, je trouve, on sent bien le fruit et on a un bon équilibre derrière. C'est vraiment très plaisant. Voilà, bravo. Il y a plus de concentration, plus de matière, ce qui permet de supporter. Alors que paradoxalement, je pense que Thibaut, tu me diras le degré alcoolique, il y a peut-être plus de degrés dans le 2018, mais comme il y a plus de matière, on le sent moins finalement. Alors, on approche les 14 degrés naturels en 18. Alors qu'en fait, on ne sent pas, quoi. Le degré naturel n'est pas un problème. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez la chair autour du vin pour accepter cet alcool, ça devient simplement une consultante du vin qui fait que l'ensemble est un équilibre. Mais on n'est pas du tout dans un... C'est pas l'alcool qui... C'est pas parce que vous avez 14 que ça va être brûlant, que ça va être forcément chaud, trop chaud. Si vous avez la chair autour du vin pour l'accepter, ça améliorera le vin et ça peut apporter un vrai équilibre dans la densité du vin, mais aussi dans sa tension. C'est vrai que c'est ça qui est super agréable, c'est ce côté charnu sans être lourd ni dur, au contraire, qui fait que c'est vraiment un vin qui est très agréable. Donc, je rappelle pour ceux qui vont recevoir les packs qu'ils ont commandés en dégustation, vous allez recevoir ces deux vins qu'on vient de déguster. Et pour ceux qui veulent aussi soutenir le projet, je vais partager l'écran là, peut-être cet écran-là, voilà, pour vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Sur le site donc, de Winefunny, vous allez vous rendre sur la page principale, vous voyez tous les projets en cours. Et donc, le domaine des jeunes pousses, c'est le dernier qu'on a lancé. Donc, vous le voyez là sur la gauche. On a déjà une petite dizaine de contributeurs. Et on est bientôt à 10% du montant recherché. Vous cliquez sur cet onglet ou sur la photo de Hugo et Angela. Vous arrivez sur une page où on vous présente le projet. Vous avez déjà une vidéo que vous regarderez tranquillement chez vous, où ils expliquent la démarche, où Thibaut explique le concept du domaine des jeunes pousses. On explique un petit peu l'historique et le projet d'équipe et la cave et le fonctionnement. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner. En fait, c'est un peu une formule d'abonnement sur 3 ans, mais vous payez une seule fois et ensuite, vous êtes entre guillemets remboursé en vin sur plusieurs années. Et donc, chaque année, vous allez recevoir les premières cuvées. Donc, en 2020, cette année, vous allez recevoir les vins de Thibaut qui ont été faits sur les vignes des jeunes pousses qu'on a dégusté ce soir. Vous allez recevoir ces vins-là en 2020. Et ensuite, chaque année, vous allez recevoir les 3 terroirs dont on a parlé, là, que Hugo et Angela ont présenté. Les Beaujolais Village de terroir des Merins et de la Croix, et le cru Chénin, les Brureaux, que vous allez recevoir. Donc, si vous prenez le coup de pouce 3, vous allez recevoir 3 bouteilles. Le coup de pouce 6, vous allez en recevoir 6. Et vous pouvez en recevoir 12 aussi. C'est un panachage. N'hésitez pas à en prendre un petit peu plus, sinon vous allez rester sur votre temps. Et on a aussi un pack qui est assez sympa. C'est le pack Magnum pour ceux qui aiment bien les grands formats. C'est toujours hyper agréable de servir en grand format. Donc, on a fait cette formule-là. Coup de pouce, vous recevez 6 Magnum tous les ans pendant 3 ans. Donc, la première année, les vins de Thibaut. Et en 2021, vous recevrez le premier millésime des vins élaborés par Angela et Hugo.
et en 2022, leur deuxième millésime. Donc, vous pourrez suivre comme ça l'évolution de l'aventure du domaine. Je pense qu'ils seront aussi très contents de vous recevoir sur place. Il est prévu des événements. Je ne sais pas ce que vous avez prévu comme événement cette année, peut-être, Angela et Hugo. Déjà, les vendanges, ça va être un bel événement. Oui. Les premières, on va déjà finir les travaux, réussir à équiper la cave entièrement, et puis pour pouvoir accueillir les raisins de la meilleure manière possible, et puis tester justement et voir ce que la vigne a en stock à nous offrir, on va dire. Donc nous, ça va être une belle surprise de découvrir aussi. Moi, je l'avais vécu un peu avec Thibaut, mais chaque millésime est différent. Et puis Hugo, ça sera la première fois. On va vraiment goûter les raisins des parcelles. On a travaillé toute l'année dedans, donc ça va être Voilà. une belle aventure aussi. Tout à fait. Puis on verra ce que ça donne. Impatient de ça. Et donc là, vous invitez, si je peux le dire officiellement, tous les gens qui participent là à venir faire les vendanges avec vous. Avec plaisir. Les vendangettes sont commandées. Hein. Non, mais il faut pas hésiter. Si vous voulez venir voir, il faut discuter. On a plein de choses à apprendre de vous et nous à vous donner. Donc, c'est ça qui est important dans le vin, c'est le partage. Hein. Nous, on le vit tous les jours avec Thibaut, avec Yvan. Et on apprend des choses l'un de l'autre à chaque fois. Et même nous, entre nous, c'est hyper intéressant de travailler en couple parce qu'on n'a pas du tout la même vision des choses. On ne voit pas les mêmes choses. Et donc, on rend l'autre attentif à un détail qui peut faire toute la différence dans la réflexion et dans les décisions tous les jours. Il y a un bel effet de synergie. Ouais. Et enfin, si on peut dire un petit message, ce qui est important avec ce projet et ce qui est une super belle opportunité, c'est que bon, cette année, c'est nous, pendant 3 ans, c'est nous, mais il n'y a pas que nous, il y a plein d'autres jeunes derrière. Donc, dans 3 ans, oui, il faut qu'on trouve un autre domaine, mais c'est la création d'une pépinière et c'est ça qui est important. C'est que quand on n'est pas issu du domaine viticole, c'est pas forcément évident de s'intégrer déjà dans la communauté et de pouvoir créer son domaine. Et ça, c'est une chance inouïe pour nous. C'est quelque chose, on n'aurait jamais cru pouvoir faire ça plus tard, devenir vigneron, même si on en rêvait. Et ça, c'est vrai que c'est nous donner un bijou entre les mains et on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour apprendre et puis pour pouvoir le faire nous-mêmes plus tard. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans notre cas, qui aimeraient et qui pour l'instant ne peuvent pas. Et là, c'est vraiment un outil de travail qui pourrait vraiment permettre à d'autres, et ainsi de suite, vraiment de pouvoir faire leur propre vin de leurs propres mains, faire le travail tout au long de l'année et puis récolter les fruits du travail en septembre. Toujours avec une vision du coup qui est en bio et biodynamie. Et ça, c'est une viticulture qui doit être propagée à quasiment tout le monde. Et donc, créer des jeunes vignerons en biodynamie et leur donner cette opportunité de s'installer plus tard, c'est super. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que ce n'est pas que nous. Il y en a plein d'autres derrière nous qui veulent faire ça aussi. Et donc, permettre que ce projet-là, il naisse, c'est hyper dur. C'est donner la chance à plein d'autres jeunes derrière. Bravo. Je vote Angela et Hugo. C'est un projet qui peut être novateur et assez, je pense, dynamique pour le Beaujolais. Le Beaujolais, c'est une très belle région et qui est un peu à la croisée des chemins en ce moment. Il y a un changement de génération qui est en train de se faire et ça peut être, je pense, une bonne chose puisque le Beaujolais, parfois, est un peu, a été, avec critiqué. Pas mal de choses, critiqué. Et là, c'est vraiment, je pense, un bon coup de projecteur pour le coin, pour le village des Méringes et pour le Beaujolais en entier. Ouais, c'est vrai que c'est probablement l'endroit où il fallait le faire parce qu'il s'agit d'avoir une transformation, avoir une idée comme ça aussi innovante et généreuse de former des vignerons. C'est vraiment un beau projet. Moi, c'est ça qui m'a séduit quand tu m'en avais parlé, Thibaut. Ça fait, je pense, 3 ans à peu près quand on en avait parlé. C'était en gestation. Et là, je suis hyper heureux que ça prenne forme. Et j'encourage tout le monde, ceux qui ont envie de soutenir ce beau projet qui est non seulement l'installation dans ce domaine d'Angela et Hugo, mais comme l'a dit Angela, c'est permettre de créer cette pépinière de vignerons. Je trouve que le terme est super bien choisi, qui va pouvoir former des générations et des générations de vignerons. On espère que ça fera des émules et qu'il y aura d'autres initiatives de ce genre, parce qu'à ma connaissance, c'est la première initiative de ce genre. Oui. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi les personnes qui ont participé ou ceux qui ont dégusté sur le projet. N'hésitez pas à poser vos questions ou à intervenir. On a eu des
des ressentis là, sur les quelques personnes qui avaient la chance de déguster les vins. Mais sinon, les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Rodrigo. Maxime? Oui, 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 je suis là. Hello. Moi, j'aurais voulu demander à Angela et Hugo s'ils pourraient trouver des marqueurs au niveau de la dégustation des vins biodynamiques. Est-ce que vraiment on peut dire qu'un vin biodynamie, fait en biodynamie est différent d'un vin au niveau de la dégustation? Est-ce qu'on pourrait le trouver à l'aveugle, par exemple? Alors, C'est une bonne question. Ça dépend du point de vue. Quand je travaillais, c'est une conversation que j'avais eue avec Nicolas Jacob, le chef de culture de la Romanée Conti, quand j'étais chez eux. Et lui me disait que non. Lui, il avait vraiment vu par contre une différence au niveau de la tenue de la vigne, de l'ambiance qui régnait au sein de la vigne, de la parcelle et des raisins qui rentraient. Mais après, voilà, pour lui, il n'y avait pas forcément… Ça apportait de la complexité en plus. Je ne vais pas dire que ça n'apportait rien. Mais pour moi, c'est vraiment après je pense que en plus de la biodynamie, c'est vraiment la viticulture biologique qui peut vraiment apporter une différence. Après, voilà, pour moi, j'ai pas encore l'expérience. On n'a pas encore l'expérience non plus, surtout sur nos raisins, pour dire est-ce qu'il y avait une différence avant. Après, je pense que Thibaut, lui, il avait vraiment vu la différence entre les premiers raisins qu'il a récoltés sur les vignes d'Emeringes et les premiers et les derniers maintenant sur la vendange 2019. Mais pour moi, voilà, c'est un concept un peu plus large que uniquement sur la dégustation des vins, la biodynamie. C'est presque une philosophie de vie et de travail, hein, la biodynamie. Donc nous, on apprend tous les jours donc le but du projet, c'était en bio déjà à la base et il fallait implanter la biodynamie. Et donc c'est chacun son rythme. La biodynamie, c'est beaucoup de ressentis personnels. Et il faut commencer correctement. Le bio, c'est déjà assez complexe à mettre en place, même si une fois qu'on est dedans, ça paraît logique. Donc nous, sur cette première année, on s'était vraiment focus sur le fait on veut faire les vignes en bio complètement et bien, et être droit dans ce qu'on fait. Et donc là, par exemple, avec la grêle, ça nous a permis comment on dit, de faire un peu de biodynamie. Et on va commencer là, cet automne, on a discuté avec Thibaut, on va vraiment commencer à la base, il faut commencer correctement et poser les premiers jalons, quoi. Mais la dégustation, c'est tellement personnel que ça fait des grosses différences d'une personne à l'autre. C'est vrai, c'est vraiment un mode de culture, mais quand même, ça se résume assez bien dans le verre. Il y en a souvent des vins en biodynamie qui ont une vibration, qui ont de la vie et qui évoluent dans le temps en fonction même des conditions météo. Ils sont beaucoup plus sensibles souvent. Les vins biodynamiques sont souvent plus sensibles aux conditions de pression atmosphérique, au jour en fonction du cycle lunaire et de la position des astres. C'est vrai qu'ils réagissent plus à tous ces signaux et qui ensuite sont en bouche souvent une vibration. Enfin, c'est pas forcément facile à décrire. Ça peut paraître un peu illuminé parfois, mais je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Thibaut, là-dessus. Et moi, j'en pense qu'il y a des effets, effectivement. Mais la biodynamie, il faut voir ça comme un langage. C'est juste une sorte de question, d'impulsion donnée à une vigne. Et ça, c'est nous qui la donnons. Pour preuve, ce matin, je me suis levé à 4h30. Ça commence à faire une longue journée pour appliquer une 501, donc de la silice, dans toutes mes vignes. Et c'était juste le moment où je commence à mettre en route ce qu'on appelle le dynamiseur. Hugo l'a expliqué, à 5h du matin, et on se réveille avant que les oiseaux se lèvent et on voit le monde se lever. Et c'est toujours un moment absolument incroyable. Mais il faut voir dans la biodynamie, effectivement, une question posée. Et la question posée, elle est facile à poser. C'est-à-dire que c'est facile d'appliquer une préparation. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir un calendrier lunaire, de ressentir un peu les choses et de le mettre au bon moment. Par contre, ce qui est beaucoup plus important et difficile, c'est de comprendre la réponse de la vigne, la réponse du sol et la réponse de la vigne. Et ça, c'est effectivement, c'est de l'observation, c'est être au quotidien dans nos vignes. Et de cette observation, ça commence à nous donner des réponses peut-être un petit peu plus intuitives, qui nous permettent d'avancer et de comprendre de plus en plus l'influence et d'aller plus loin. Donc, c'est un cheminement
Et effectivement, dans les vins, ça se retrouve, mais ce n'est pas que la biodynamie qui fait un changement. À partir du moment où on a décidé de travailler comme ça, c'est qu'on s'est posé peut-être d'autres questions aussi avant. On se pose des questions au moment du travail de la vigne, mais aussi au moment de la vinification, à tous les moments essentiels de la vie d'un raisin, de la vie d'une vigne et de la vie d'un vin. Et peut-être c'est aussi ça qui fait cette différence dans les vins biodynamiques, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience du vivant et que ce n'est pas nous qui maîtrisons, mais nous, on est juste là en accompagnement. Et cet accompagnement, c'est comprendre, moi je dis souvent au niveau de la vinification, il faut comprendre ce que le raisin peut nous donner et pas ce que nous, on a envie d'aller chercher dans le raisin. Ce qui est très différent et ce qui est essentiel, enfin, extrêmement différent dans le sens où on respecte la matière première et on va juste essayer de la comprendre et de faire un peu corps avec. C'est vrai que c'est ça, cette démarche globale, vraiment, avec le respect du vivant et de ce qu'il nous apporter, c'est vraiment ça la démarche de Biodynamie. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette démarche. Une main qui s'est levée là, Marc-Antoine. Ouais, je voulais rebondir. Alors évidemment, on ne va pas avoir un discours viticole parce qu'on n'en a pas la compétence et je pense que ça a été bien décrit. Mais je rejoins absolument ce qui a été dit par Thibaut. Je pense qu'un peu plus qu'une recette, effectivement, c'est un état d'esprit. Et la finance dit exactement la même chose. C'est quoi l'horizon d'observation? Est-ce que mon horizon est excessivement court terme ou est-ce qu'il est plus large? Et quel est mon périmètre? Est-ce qu'il est juste limité à produire le plus possible ou est-ce qu'il est beaucoup plus large et il intègre son écosystème? Je pense que, d'une certaine façon, la biodynamie s'intègre aussi dans une démarche sociologique qui est de dire on doit prendre en compte le fait que les choses sont liées entre elles et d'élargir notre vision des problématiques et d'élargir aussi notre spectre de vue et de regarder beaucoup plus loin. Et du coup, concilier ce temps court et ce temps long et concilier des événements qui peuvent paraître éloignés mais qui, quelque part, ont une forme d'influence. Et je pense qu'on est véritablement dans un mouvement de société. Si le XXIe siècle a bien quelque chose à nous apprendre, c'est ça. C'est cette volonté d'aller dans ce sens. Voilà. Bravo pour ce que vous faites. Merci pour ce retour, Marc-Antoine. C'est vrai que c'est la biodynamie et cette philosophie, ça s'applique à plein de secteurs. Hein. Canovia, l'équipe qui est ici, spécialisée dans la finance, mais avec vraiment une approche globale, avec une intégration des différents paramètres de l'environnement. Vraiment une démarche holistique hein, qui est très, très précieuse et très adaptée de nos jours, qu'on a beaucoup oublié avec l'hyper-spécialisation de tout le monde. On a beaucoup oublié d'avoir une vision globale. Et finalement, la biodynamie, c'est beaucoup de pratiques qui ne sont pas de nouvelles. Hein. C'est des pratiques anciennes, hein, des grands-parents qui ont été un petit peu oubliés. Et d'avoir une démarche globale, je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant de suivre. Et je pense que tout le monde qui va accompagner ce projet va s'imprégner de cette démarche. Et vraiment, je vous encourage à soutenir ce projet pour vraiment découvrir sur plusieurs années l'impact et les pratiques de la biodynamie. Parce que vous serez tenu informé, vous serez invité par exemple au vendange, mais à tout moment aussi. Je pense que Angela et Hugo ont commencé à bien communiquer déjà en envoyant pas mal de photos régulièrement. Et ça, c'est super intéressant de suivre parce qu'on voit concrètement l'impact de tous les traitements qu'on peut faire avec toutes ces préparations en biodynamie pour laisser le terroir s'exprimer dans les vins le plus possible. Donc, c'est vraiment une belle démarche. Ça va être très intéressant de suivre l'évolution de ces jeunes pousses. C'est intéressant de le faire. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, là, des personnes qui sont pas exprimées, qui veulent poser des questions. N'hésitez pas en tout cas à nous envoyer par email. Pardon, on a une question de Johanna qui ne faisait pas la poser à haute voix. Donc je me permets de prendre la parole pour lui passer. Je me demande juste comment le nom domaine des jeunes pousses avait été du coup imaginé. Pourquoi jeunes pousses? Peut-être Thibaut, tu peux répondre à cette question. Je ne sais pas si tu as entendu. Pourquoi le nom Oui, jeune bien sûr. Écoutez, les jeunes pousses parce que quand on plante de la vigne, on la regarde pousser et on voit ces jeunes pousses qui démarrent et on espère que ces jeunes plants de vigne donneront du fruit et donc on fait tout pour s'en occuper. Et je trouve que la comparaison, en tout cas, était évidente.
C'est arrivé au moment où j'ai commencé à avoir l'idée et un soir, en disant, mais tiens, effectivement, pourquoi on n'appellerait pas ce domaine les jeunes pousses? Parce que on venait de planter une vigne et je voyais ces vignes-là pousser. Vous savez, ça, en haut de la vigne, on a ce qu'on appelle les apex. Et les apex, c'est le bout de la branche. Et quand on voit ces apex qui ont tendance à vouloir monter vers le ciel parce que la vigne est une liane, et je me dis, bah tiens, on a la belle image. Et j'ai toujours eu en tête, notamment dans peut-être une future étiquette, d'avoir justement cet apex de vie qui est tellement joli, qui est tellement, qui peut pousser de 10 cm par jour, donc ça peut aller très vite. Et je trouve que l'analogie entre les deux était évidente. Voilà. Est-ce que ça fait pas, est-ce que ça fait pas aussi un joli lien avec, du coup, Angela et Hugo, qui sont deux jeunes, que vous aidez également, que vous... Enfin, est-ce que c'est... Bon, moi, je voyais un petit peu, du coup, le côté aussi, voilà, jeunes qui peuvent profiter de vinifier cette parcelle. Enfin, ça raconte une histoire, en fin de compte. C'est une jeune pousse, il y a évidemment les jeunes. Et pour moi, l'idée, c'est de ne pas avoir forcément de candidat qui ait plus de 30 ans, 30, 32 ans. Je ne sais pas, on n'est pas fixé, on n'est pas bloqué là-dessus, mais je pense que moi, je me suis calqué un peu sur mon histoire. J'ai créé le domaine, j'avais 26 ans. Et pour moi, c'est à ce moment-là où on commence à créer son univers. Et c'est à ce moment-là qu'il faut aller justement prendre ces futurs jeunes pousses pour justement leur proposer un univers et qui créent aussi leur univers. C'est là où on se forge, et notamment dans son métier. Donc, je pense que c'est effectivement dans l'esprit jeune pousse, l'objectif, c'est pas d'avoir quelqu'un qui a eu 10 ans d'expérience derrière ou 15 ans d'expérience et qui puisse et qui veuille reprendre ça. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des jeunes avec une volonté et avec une vraie envie, une vraie passion. Ça, c'est essentiel parce que notre métier sans passion, c'est d'une part, on va dans le mur directement parce que c'est un métier qui demande quand même pas mal de sacrifices, mais il y a tellement de retours positifs par rapport à ça. Mais ces métiers, on ne compte pas nos heures et forcément, si on n'est pas passionné et qu'on commence à compter nos heures, ben, on fera des vins qui n'auront pas beaucoup d'intérêt et que les gens n'auront pas forcément envie de boire. Donc, voilà, donc faut démarrer tôt. C'est un métier qu'il faut démarrer tôt. Mais encore une fois, on a le plus mauvais exemple, qui est Yvan. Oui, donc fais attention à ce que tu vas dire. Yvan, je le connais depuis 20 ans quasiment. Donc je l'ai vu évoluer et j'ai toujours vu un peu dans son œil justement ce petit bout d'apex qui avait envie d'autre chose. C'est exactement ça. Et tu t'en es bien occupé. Exactement. C'est bien de commencer tôt, comme tu dis, Thibaut, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mais l'objectif, c'est d'avoir des jeunes. En tout cas, en termes de communication, vous avez une vraie histoire, vous avez quelque chose qui est vraiment très intéressant à travailler. Et moi, enfin, voilà, c'est ce qui m'a aussi attiré quand j'ai fait un peu plus de recherche sur vous et votre domaine quand on a eu la proposition de live testing. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le concept. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est une belle histoire. Et tous ceux qui veulent participer à contribuer à écrire cette histoire, vous êtes bienvenus. Et on souhaite donc longue vie à Hugo et beaucoup de réussite dans ce projet à Hugo et Angela. Vraiment merci aussi à Thibaut pour les vins. Merci aussi à Yvan pour ce beau projet. Et donc beaucoup de réussite pour ce beau millésime, ce premier millésime que vous allez faire, Angela et Hugo. Merci. Qui avait participé et n'hésitez pas à venir sur le site Winephonic pour aider à écrire cette belle histoire. Merci à tous. Au revoir. Merci. À la prochaine. La semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.